tous. Aujourd'hui, dans l'émission sur Conscience TV, j'ai comme chaque mois l'immense plaisir de recevoir Jean-François Millepied. Jean-François, bonjour. Alors, on va aborder un thème majeur aujourd'hui pour notre monde et pour l'ensemble du vivant, à savoir les vertus avérées de l'eau sur l'organisme et sur le biotope. Je vais rentrer tout de suite dans le vif de la matière, dans le vif du sujet du moins. Quels sont les mécanismes biologiques par lesquels l'eau contribue au bon fonctionnement de l'organisme humain? Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Le sujet est vaste, varié, d'une importance capitale, d'une technologie folle quelque part, puisqu'on balaye divers sujets aussi variés que la religiosité, l'animisme, l'analyse de l'eau, mais aussi peut-être de la géobiologie et d'autres sujets encore. Et donc, pour les présenter à la fois le plus simplement possible, je vais essayer d'approcher au plus simple de la méthode les éléments importants qui nous sont nécessaires. Et dans le cas de l'eau, on voit très bien que c'est un élément universel dans sa matière, dans son H2O, dans sa formule chimique, et présenté de manière différente, aussi bien sous forme d'eau liquide, de vapeur d'eau, d'eau solide, mais aussi des eaux diluées, diffuses, ou partie intégrante totale et indispensable de l'organisme vivant. Il y a une formule qui explique que l'organisme vivant, en fait, doit être composé d'eau. S'il n'est pas composé d'eau, il est inerte. Ce n'est qu'une formule, parce que pour moi, les pierres ne sont pas inertes et ont une vie aussi, bien qu'elles ne soient pas composées d'eau. Donc, l'eau est présente à tous les étages de notre évolution, de la naissance à la disparition. Et elle est là pour sous-tendre le domaine du vivant. Au-delà de l'hydratation, parce que là on parle de l'eau sur l'organisme humain, quels sont les rôles spécifiques de l'eau dans des processus physiologiques tels que la digestion, la régulation thermique, l'élimination des toxines notamment? Le rôle de l'eau dans ces cas-là, dans ces actions-là, est capital. Il ne peut pas y avoir, il ne peut y avoir aucun fonctionnement organique sans eau. L'eau est un élément qui apporte une énergie à l'organisme, d'une part, lorsque nous la consommons, mais elle emporte aussi des toxines, régule l'équilibre thermique par l'évaporation, par la transpiration. Elle élimine les toxines par la respiration. L'eau, au niveau de la vapeur d'eau, l'eau est indispensable à tous les stades de l'organisme. Et quelles sont les conséquences d'une hydratation qui serait insuffisante, par exemple, sur la santé physique et mentale? Une hydratation insuffisante, on ne s'en rend pas compte dans nos pays tempérés, mais une hydratation insuffisante amène à un déséquilibre total de l'organisme, principalement et par une déshydratation certes, mais par une perte des sels aussi. On n'en parle pas assez souvent. La perte de cet équilibre organique, de cet électrolyte, comme on dit en nutrition animale, va déséquilibrer toute la fonction digestive, les diverses fonctions rénales et autres, et attaquer le système neurologique et l'esprit, la conscience. Hein. C'est un phénomène d'ailleurs qu'on observe dans les maisons de retraite ou auprès de seniors qui sont en déshydratation, et pas nécessairement pendant l'été, mais parce qu'il y a la perte de cette faculté d'avoir envie de boire. C'est quelque chose de manifeste dans notre société.
après, en avançant dans l'âge, il est certain qu'il y a des mécanismes qui disparaissent, qui sont moins automatiques pour l'organisme et il y a une espèce de mise en léthargie. Mais vous savez, je pense que des personnes dans leur canapé devant un écran animé perdent aussi cet intérêt à s'hydrater et à consommer des choses de qualité. Bon, je ne dis pas des chips et du coca, mais à consommer des eaux de qualité. Donc, c'est une fonction qui se traduit euh, dans une chaîne naturelle. On le voit aussi, on peut perdre l'intérêt pour la respiration, être en apnée permanente et en phénomène de suroxydation, bien sûr, mais en phénomène de dégénérescence qui se passe parce que l'on n'a pas d'activité, parce qu'on n'a pas de sollicitation, parce que l'on n'a pas tout ça. Et le cas de la déshydratation, oui, elle est manifeste. Et surtout, c'est plutôt la réhydratation qui est peut-être pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Alors, pour avoir été déshydraté plusieurs fois, donc 2 fois sévèrement, ayant vécu dans des atmosphères incompatibles avec la vie humaine, si l'on peut dire, chaudière de bateau, certaines zones tropicales avec des activités très fortes. J'ai été perdu dans le désert aussi, perdu, c'est-à-dire à plus de 15 km du point de repli, où il y avait de l'eau et du reste. Ce sont des expériences assez marquantes. Et l'on voit que la réhydratation est importante, certes, mais il ne faut pas oublier la reminéralisation. Parce que si on a perdu toutes ces eaux, on a perdu aussi des sels. Et ces sels seront là pour réhydrater. Et il vaudra mieux se tremper, se baigner. Un enfant déshydraté, il vaut mieux le baigner dans une eau faiblement minéralisée qui va lui permettre de se régénérer. En maison de retraite, je ne sais pas comment il pratique, je ne peux pas vous dire, mais pour ma part, une personne fortement déshydratée, je me permettrais de l'emballer dans un linge et de mouiller ce linge, de l'humecter et de lui mettre un puissant ventilateur à proximité pour générer une évaporation, une baisse de température et une réhydratation à la fois. Justement, là, on vient de parler des seniors, Jean-François. Pour espérer une vie en bonne santé, on parle parfois des zones bleues et de la qualité des eaux qui est associée à ces zones. On peut redéfinir ce que sont les zones bleues brièvement? Oui, c'est un sujet qui est peu abordé et que l'on passe sous silence assez facilement. Donc Wikipédia recense 5 zones bleues. Pour ma part, j'en connais 2 de plus. Et il y en a une troisième que je cherche aux États-Unis, que je n'arrive pas à trouver. Celle qui est officiellement annoncée n'est pas celle que je recherchais, une zone bleue d'une tribu amérindienne, donc reconnue, et j'arrive plus à la retrouver, mais je la retrouverai. Et donc, ces zones bleues sont des zones qui ont été établies parce qu'on s'est aperçu que, étrangement, sur un périmètre défini, des gens vivaient particulièrement longtemps, avec de bonnes vies en bonne santé. Le tout, c'est pas de vivre vieux, c'est de vivre bien. Et c'est l'espérance de vie en bonne santé. Plusieurs zones bleues hein, qui sont identifiées. De Alors, mémoire, je crois qu'il y en a en France, en Italie, en Grèce, au Japon. en France, pas trop, hein. Non, il me semblait. Il me semblait Non. pourtant. Non, mais c'est bon. Alors, si, il y a une zone bleue qui se trouve dans des îles en Méditerranée, à proximité de la Corse. Il y a une autre île en Méditerranée, en Crète, qui n'est pas référencée dans la liste Wikipédia, mais qui
auraient des espérances de vie assez importantes, mais à base du régime crétois dont on parle. Donc à base de végétaux, de légumes, d'huile d'olive, éventuellement du fromage, mais du fromage de chèvre, peu de protéines animales et une eau d'excellente qualité. Je rebondis sur ce que vous dites, ça me fait penser à deux reportages récents que j'ai vus. Le premier, c'était pas loin, c'était la semaine dernière, sur l'île d'Ikaria, en Grèce, voilà, où les gens Oui, dépassent allègrement les 95, voire 100 ans. Et le plus étonnant, c'est que la plupart, même au-delà de 90 ans, sont toujours en activité. Activité certes modérée, mais toujours en activité. Et il y avait un deuxième bassin qui, cette fois, était plus en Italie. Je ne me rappelle pas le nom du lieu. Il me semble que c'était pas très, très loin de la Sardaigne non plus, où il y avait exactement les mêmes propriétés. Alors, je ne sais pas si c'était considéré comme zone bleue, mais on est bien face à des situations où les personnes, comme vous le dites, hein, vivent à la fois bien, longtemps, et dans des conditions qui sont des conditions très favorables pour dépasser la centaine, quoi. ouais. Icaria, oui, Icaria est effectivement reconnue comme étant une zone bleue officielle. Mhm. Et ce qu'il y a d'intéressant de voir, aussi bien en Colombie, au Pakistan ou ailleurs, euh, ces populations-là vivent dans des zones qui sont maintenant reconnues, mais ont toute une constante d'avoir une eau d'excellente qualité. Une source locale, systématiquement, j'imagine. Bien sûr. Et on pourra en retrouver certainement dans d'autres régions. Je suis en train d'essayer d'en identifier et je ferai peut-être je ferai un appel à la fin de cette vidéo pour savoir si d'autres personnes veulent rejoindre cette démarche de recherche des zones de qualité, parce qu'on en a en France aussi, c'est certain. On a des eaux de qualité en France aussi, c'est certain. Après, l'alimentation moderne, ça c'est autre chose. Mais déjà en partant sur des eaux de bonne qualité, on pourra, et qui seront reconnues, on pourra aller vers des meilleures santé. C'est ce qu'il faut que les zones bleues nous apprennent. C'est ce qu'il faut qu'elles nous apprennent, d'une part, que l'on protège notre environnement et notre santé par tous les moyens, et aussi, mais aussi en reconnaissant ces zones où il y a des eaux naturelles de haute qualité. Ça fera peut-être l'objet d'une autre démarche sur des eaux particulières j'admire totalement et pour lesquelles on aura quelques autres explications. Voilà, il faut savoir que ça existe. Comment, je voudrais rebondir sur l'eau, comment l'eau influence-t-elle les écosystèmes et la biodiversité? Là, on vient d'évoquer les zones bleues. Et quels sont les impacts des perturbations du cycle de l'eau? On le voit à tous les niveaux. Et j'ai lutté contre ça en Bretagne. J'habite en Bretagne. Bon, on le voit là-dessus. À partir du moment où on perturbe les cycles de l'eau, la vie derrière est perturbée. Euh, Nous avons lutté contre des mines ici qui voulaient s'installer en Bretagne. Effectivement, nous avons besoin de minéraux rares, nous avons besoin de matériaux divers, carrières et autres. C'est vrai, nous en avons besoin. Mais par contre, dans ce cas, je m'étais insurgé et j'avais argumenté sur le fait que des mines où elles étaient prévues allaient impacter toute l'écologie de la région. Ils avaient prévu des mines pile au mauvais endroit, à l'endroit où se regroupaient toutes les sources des rivières bretonnes. Enfin, pas toutes, mais une majorité de sources de rivières bretonnes. Et donc, de fait, par la perturbation géologique, de fait par la génération de drainage minier acide, c'est un terme technique, mais qui s'explique assez facilement, de la perturbation des sols,
eh bien, les rivières alentours allaient être perturbées. Ces rivières alentours sont des rivières qui sont pompées pour la consommation humaine, pas en totalité, mais en grande partie, qui sont pompées pour la consommation animale aussi. Et donc, tout allait par une simple intervention humaine, peut-être, comment dire, nécessaire. Mais on allait dégrader l'environnement global de la région. Bon, là-dessus, en tant que mouvement euh, citoyen, on a réussi à se faire entendre et il y a eu raison gardée. On est parti dans un débat et on a fini par bouter ces mines hors de la région. Mais on aurait vu, et je l'ai expliqué dans quelques conférences, que l'on aurait tout perturbé, tout foutu en l'air la région. Ce ne serait pas devenu un désert, certes, peut-être pas, mais on aurait perdu énormément de qualité de vie, d'environnement. Là, bien que l'on veille là-dessus, les saumons disparaissent de nos rivières bretonnes. Nous y faisons attention, nous luttons, il y a eu des activités, il y a une grosse association régionale qui s'appelle Eau et Rivière qui travaille sur le sujet. Les pêcheurs locaux sont très, très intéressés, respectueux et font très attention à ce qu'ils prélèvent. Et malgré tout, l'année prochaine, la pêche au saumon sera interdite parce qu'il n'y aura plus possibilité de prélever, si ce n'est de mettre l'espèce en péril dans le coin. Bien qu'elle soit déjà bien malmenée. Hein. À qui peut-on attribuer localement sur la Bretagne la dégradation de la qualité des eaux? On évoque toujours le milieu agricole, mais est-ce le seul responsable? Il y a plusieurs milieux. Je pense que c'est l'humain qui est responsable. C'est tout, quoi, parce que ça part à tous les niveaux. Ça part à tous les niveaux. La responsabilité, j'oserais pas jeter la pierre et je milite, j'essaye de militer politiquement sur ces sujets-là. Et je ne voudrais pas lancer dans un débat politique, mais je ne vais pas lancer la pierre à qui que ce soit parce que ça fait partie d'un gros système, un gros système qui maltraite tout le monde actuellement. Et l'industrie de la consommation y est pour beaucoup. Si on ne consommait pas certains produits, ils ne se produiraient pas. Si on les produisait pas, on polluerait moins. Et puis après, il y a tout un système social, politique, d'intéressement qui fait que, ma foi, on ne va pas dans le bon sens encore pour le moment. Des émissions comme celle-ci peuvent faire prendre conscience qu'il y a un moyen de faire quelque chose et c'est très important pour moi. J'ai été vice-président d'un gros réseau associatif pendant quelques années. Nous avons lutté contre ces procédés-là en favorisant d'autres qui favorisaient d'autres pollutions aussi. Enfin, bref, c'est pas vraiment du tout évident. Il faut y être en permanence et aussi s'adapter en fonction des nécessités des lieux, des terrains, des luttes, des besoins. Un parc éolien qui, soi-disant, est une merveille de l'écologie, sont des catastrophes. Sur certaines zones et de la manière dont on procède. Catastrophe écologique, catastrophe économique, catastrophe immobilière. Et voilà, quelque chose qui était bien et qui pouvait être bien à une époque, pourquoi pas, est devenu une nuisance totale paysagère et autres du fait des systèmes. Donc, cette société tend à évoluer à partir du moment où il y aura une conscience que nous intervenons tous à notre modeste niveau sur des systèmes en consommant même nos vêtements, en nettoyant nos vêtements, nous créons des microfibres
qui vont aller polluer les rivières et qui ne sont pas, que l'on peut ni filtrer, ni faire quoi que ce soit. En utilisant certains produits, nous allons créer des déchets qui vont aller polluer des chaînes alimentaires et autres. On y est à tous les niveaux. Peut-être arriverons-nous, en prenant conscience qu'il y a un problème, qu'il est possible de trouver des solutions globales à chacun, mais il va falloir se tenir la main et se tenir et y aller ensemble, quoi. On va évoquer maintenant l'approche scientifique dédiée à l'eau. Première question, quelles sont les méthodes scientifiques généralement utilisées pour étudier les propriétés physiques et chimiques de l'eau? Tout dépend ce que vous y recherchez. Une analyse de l'eau, des systèmes adduction d'eau par les communes que je n'ai pas réédité, que j'ai pas sous les yeux, comporte une dizaine de paramètres globaux. Après, pour ce qui est de l'eau, on parle de l'eau de consommation, hein, l'eau du robinet, hein. C'est bien ça. Les systèmes sont très, 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 très simples. Ils sont hyper simples. Il y a le pH, bien sûr, il y a la conductivité, c'est sûr, il y a le RH2, enfin, pour certains. Ce sont des paramètres qui ont été repris par les systèmes d'assainissement. La dureté de l'eau, évidemment, rentre pour quelque chose. L'analyse du fer aussi, et puis de quelques polluants qui pourraient être régionaux, marqueurs de la chose, comme les nitrates que l'on a analysés surtout en Bretagne. Et c'est très peu, très très peu, mais il est impossible. L'affaire des nitrates est symptomatique de la chose. Comme nous sommes incapables de savoir ce qu'il y a dans les eaux de ruissellement allant dans les rivières et ensuite dans l'eau du robinet, il y a un paramètre global qui a pu être défini, c'est le nitrate. Parce que le nitrate n'a rien à faire dans une eau courante. Le nitrate n'a rien à faire, il peut être présent. Le nitrate, c'est une salade, hein. Il peut être présent, mais sans pour autant être dangereux pour l'humain. Lorsque vous mangez une salade, vous mangez des nitrates, hein. Par contre, dans les rivières, on n'avait pas l'intérêt d'en avoir, pas du tout. Pas du tout. Et surtout que l'indicateur nitrate indiquait un lessivage des sols et que ce lessivage des sols n'avait pas emporté que des nitrates. Et il y a quelques molécules qui sont connues, reconnues, molécules et autres produits polluants. Et donc, pour ne pas les analyser, eh bien, on en a fait un package commun en disant s'il y a des nitrates, il y a autre chose, s'il y a autre chose, c'est pas bon. Les nitrates sont un marqueur de pollution, de lixivation des sols, de lessivage des sols et d'emport d'autres matières polluantes, minérales ou autres. Surtout que ces pollutions qui sont induites sont métabolisées par divers organismes, soit par le vivant, les animaux, soit par le végétal. Donc, on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce que l'on doit chercher. On ne sait pas, et ne sachant pas à quoi chercher, comment l'enlever. Alors, il y a des méthodes, certes, il faut enlever tout. Mais à échelle d'une région, d'un bassin versant, c'est un peu difficile. Ce qui sous-entend entre les lignes que les structures, comment on appelle ça, les usines de retraitement des eaux sont d'une efficacité relativement moyenne en fonction de ce que l'on est en mesure d'étudier ou pas, du coup. Elles sont absolument, pour la plupart, en dessous des besoins réels de la population. Elles ne sont pas capables de le faire. Comment les avancées scientifiques contribuent-elles à améliorer justement les technologies de traitement et de purification de l'eau? La plus grosse avancée technologique qui a permis de faire avancer la qualité de l'eau, c'est le matériel qui a été mis au point par Louis-Claude Vincent, on va y venir tout à l'heure,
pour améliorer la compréhension de l'équilibre de l'eau et de l'équilibre de l'eau de bonne santé. Ça, c'est le matériel qui est utilisé par tout le monde maintenant avec des paramètres qui sont partagés sur la planète entière sans problème. Je voudrais aborder une notion d'anomalie de l'eau. Alors, ça va vous paraître bizarre, notamment sa densité maximale à 4 degrés. Ça s'explique, ça, par la science? Vous m'avez posé la question, j'ai cherché, et effectivement, il y a des anomalies au niveau de l'eau. J'en connaissais une en tant qu'ancien vaporiste autour de 100 degrés. Euh, qui est une anomalie de fonctionnement. À 4 degrés, c'est une anomalie, mais une anomalie quand même qui a de grandes qualités, et la principale étant de permettre aux eaux en dessous de la surface de se maintenir dans un état qui permet la vie du biotope. Si il n'y avait pas cette anomalie, la partie liquide aquatique gèlerait en bloc, et à ce moment-là, le fond de la mer, de la rivière, serait gelé aussi. Ouais. Et là, toute vie aurait disparu. Mais ce qui m'amène justement à cette question, à savoir le rôle de l'eau dans l'apparition et le développement de la vie. Visiblement, c'est incontournable, de ce que j'en ai compris. Vu les besoins que nous avons en eau de notre naissance et dans toute notre vie, ça ne peut pas être autrement que la condition, qu'une des conditions principales, peut-être pas la seule, mais une des conditions principales à la vie. Sans eau, pas de vie. Nous serions minéral. Comme je vous disais, les roches ont une vie pour moi quand même, mais c'est pas la même. Comme. Ce qui me fait rebondir d'ailleurs sur la recherche scientifique, mais alors je dirais exoplanétaire, où le premier objet de recherche, c'est justement, avant de trouver de la vie, c'est de trouver de l'eau ou des traces d'eau. On le voit d'un point de vue, j'allais dire, lunaire, martien, etc. Alors, ça ne faisait pas partie des questions d'origine, mais ça m'a fait penser à ça, où on voit bien que le côté de l'eau est incontournable aux prédispositions et, j'allais dire, aux premières molécules de vie en réalité. Si on veut amener des machines, il n'y aura pas besoin d'eau et ce ne sera pas nécessaire, à moins qu'on ait besoin de les refroidir. Euh, Auquel cas, il faut peut-être beaucoup d'eau, comme Hmm. un réacteur nucléaire, par exemple, qui ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une réfrigération. Même le moteur de votre voiture, si vous avez la chance encore d'avoir une voiture thermique, vous avez besoin de le refroidir pour fonctionner. Mais après, tout vivant a besoin d'une régénération au niveau hydrique, à la fois dans tous les domaines, ce que l'on a évoqué depuis le début, c'est-à-dire l'alimentation, la digestion, l'élimination, l'évaporation, la réfrigération et oui, l'élimination. Quelles sont les limites, Jean-François, de l'approche scientifique actuelle dans la compréhension de la complexité de l'eau? Il y a plus de limite. Comme ils ont ouvert la boîte quantique, là, maintenant, la science se limitait tant qu'elle restait une science dure, allons dire. Depuis qu'elle est devenue quantique, là, dans ce que l'on en lit, ils n'ont plus de limite. Marc-Henri, qui nous a quitté, professeur Marc-Henri, qui nous a quitté il y a quelques mois, n'avait plus de limite dans sa réflexion au niveau de l'eau, avec, comment dire, à notre grand plaisir. Hein. Un collègue écrivain que j'ai quand même, avec lequel j'ai un peu travaillé, Yann Olivo, n'a plus de limite dans sa réflexion au niveau de l'eau depuis qu'on est arrivé dans ces domaines-là. Là, la science moderne ne, évolue très vite puisqu'on arrive à avoir du matériel qui permette d'analyser les photons
émis suite à la réaction des images assez extraordinaires de dynamique de l'eau dynamique et des photos prises avec des projections de gouttes d'eau, avec des systèmes qui écrabouillent un peu tout pour voir au plus fin de l'ensemble. Donc là, ça va très très loin dans la réflexion. Est-ce que cela aboutira sur des réalisations? Certainement qu'il y en a. Pour le moment, et pour ma part, dans mon application quotidienne, j'en reste à du bon matériel de base qui n'inclut aucune de ces technologies-là. Et je pense que longtemps, nous le ferons, nous aurons besoin de techniques de base et non pas de se plonger dans ces aberrations-là quelque part, qui sont intéressantes, certes, pour de la recherche, mais on s'est prouvé qu'on était capable de vivre très bien sans cela. Peut-être que l'industrie voudra de son côté développer des technologies plus fines. On a pensé à des nanorobots dans les injections, les dernières injections qui ont été imposées. Elles sont venues via des systèmes liquides. Et c'est de la recherche qui a été faite sur des produits capables d'être immergés dans une seringue et après dans un corps humain. Donc, ce sont des analyses qui ont été faites sur l'eau et des produits qui ont été développés dans ce milieu-là et qui ne peuvent fonctionner qu'en milieu humide, à queue. Ce sont des évolutions là qui sont un peu plus inquiétantes que rassurantes. Est-ce qu'on peut aborder justement en parallèle, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les travaux de Louis-Claude Vincent et la naissance de la bioélectronique de Vincent? Ça, c'est un grand revirement planétaire au niveau de la technique et de la conscience de cette partie des observations suite à l'évolution de technologies qui ont permis de comprendre ce qu'il en était. Et Louis-Claude Vincent et Jeanne Rousseau ont mis au point cette procédure, ce process. D'abord, Louis-Claude Vincent sur l'eau, en s'apercevant en tant qu'hydrogéologue de la correspondance qu'il y avait entre la qualité de l'eau et la qualité d'un état de santé d'une population, du bon état de santé d'une population. Et donc, une fois cette constatation faite, et la mise au point d'équipements a été faite pour analyser justement les paramètres indispensables. La curiosité de ces personnes-là, Louis-Claude Vincent, a été poussée un peu plus loin, alors la mise au point de matériel d'analyse, et a fédéré dans son équipe Jeanne Rousseau, sa principale collaboratrice, qui a développé, elle, en tant que pharmacienne, laborantine et pharmacienne, la recherche au niveau du vivant. Donc, on n'imagine pas, et très très mal, l'influence de ces techniques sur notre vie actuelle, mais il faut savoir tout simplement que toutes les unités de traitement d'eau se réfèrent à du matériel issu de ces techniques, que toute l'aquariophilie, vous savez, ceux qui élèvent les poissons dans les petits bocals, ce sont des chimistes extraordinaires, ces gens-là. Pour moi, ils sont formidables. Ils arrivent à maintenir dans un état d'équilibre des eaux s'ils veulent que leurs petits poissons vivent. Et ils utilisent du matériel issu de la bioélectronique. Et après, on a la pisciculture, on a les élevages, on a l'agronomie
qui s'est mise à développer ses propres techniques issues de ces mêmes origines là-dedans. Donc, mais Claude Vincent a démarré une réflexion et une technologie qui est utilisée maintenant, quelquefois sans le savoir, hein, et qui est principale dans notre vie de tous les jours. On va revenir sur l'eau et cette fois son traitement industrialisé, puisqu'on en a parlé tout à l'heure concernant les cours d'eau. Moi, j'aimerais savoir si les activités humaines impactent également les océans, les nappes phréatiques. Je pense que oui, mais est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Les activités humaines impactent tout. Il n'y a qu'à voir Fukushima et l'eau qui est déversée dans la mer suite à la, à l'emballement radioactif de son cœur. Euh, Une eau enrichie en plutonium? oui, je pense oui, et pas qu'en plutonium, Mhm. en résidus. Alors, je ne vous citerai pas lesquels, mais en tout cas, ça part à la mer. Fukushima, c'est simple, c'est 1 mètre d'eau par an de précipitation. Comment peut-on endiguer toute cette eau qui tombe du ciel? C'est pas possible. Ça, c'est qu'un exemple, mais il y en a bien d'autres. Ce qui est étonnant, et ce qui m'a étonné, et qui m'étonne encore, et j'en discutais encore il y a pas longtemps, c'est alors là, on peut vraiment parler de la résilience de l'état naturel à absorber toutes ces pollutions. Pour ma part, je voyais la côte américaine, la côte ouest américaine, polluée dans les 3 à 6 mois suivant la catastrophe de Fukushima. Étonnamment, il n'y a rien. Ou alors c'est caché. Mais en tout cas, on n'a rien comme information sur le sujet. Donc là, le milieu a été capable d'absorber cette pollution, ce qui peut être une bonne nouvelle ou une mauvaise. Mais ce qu'il en est certain, c'est que la Hague relargue aussi dans le milieu. En Méditerranée, on a de la radioactivité du fait des pollutions issues du Rhône. Dans la Manche, nous avons de la radioactivité issue des pollutions aussi relarguées qui impactent le milieu. Donc là, rien que ça, ce sont des pollutions non naturelles qui impactent la planète. Après, il y a pas que celle-là, et loin de là. Et sont-elles les pires je, À force d'y penser et de les voir, je ne pense pas que ce soit les pires. La pire qui soit actuellement, il semblerait que ce soit la pollution au plastique qui contamine toute la chaîne alimentaire. Alors ça part des algues, les prédateurs des consommateurs d'algues, et ça va jusqu'aux poissons de fin de chaîne, quoi. Où là, on concentre non seulement des matériaux issus de la décomposition du plastique, mais aussi des métaux lourds. Je rebondis parce que j'étais même à réfléchir que j'avais plusieurs exemples en tête en fonction de ce que vous êtes en train de préciser. Alors déjà, effectivement, les microplastiques, on les retrouve, il y a des traces de microplastiques dans l'ADN humain, parfois, qui se retrouvent. C'est assez révélateur. Mais je repensais aux exemples parce que là, vous avez évoqué, par exemple, Fukushima. Mais Fukushima, c'est vraiment un exemple très radical où il y a eu un tsunami qui a enclenché l'explosion de la centrale. On pourrait évoquer tout autant et beaucoup plus proche de nous, et moi ça me concerne d'autant plus que je réside à une soixantaine de kilomètres du lieu concerné, de la centrale du Blayais qui a baigné dans les eaux de la Garonne pendant la tempête de 1999 et dont 2 réacteurs ont été inondés. Bon, ça a été plus ou moins tu, mais on sait très bien qu'il y a eu des échappements radioactifs. C'est pas un secret, si vous voulez. Voilà. Et puis je voulais rebondir sur 2 autres aspects. La mer d'Aral, qui est l'exemple le plus caractéristique de ce qu'on peut faire de pire au niveau de l'industrialisation, tout ça produit coton de mémoire. Et puis également un sujet qui est moins évoqué,
le dépôt de fûts radioactifs par l'ex-URSS en mer Baltique qu'ils ont pratiqué pendant des décennies, c'est-à-dire les déchets issus notamment de leurs centrales. Voilà, c'est quelques exemples. Oui, et donc là-dessus, je consultais des documents il y a peu de temps sur les déchets radioactifs et la capacité de la mer à régénérer ou à éliminer ce genre de choses, à les diluer. Ça semble assez impressionnant. Assez impressionnant. Les déchets ont disparu, mais effectivement, dans la mer Baltique, il vaut mieux éviter de consommer du hareng provenant de la mer Baltique. Les autres mers ne sont pas mieux. La concentration des métaux lourds dans les poissons de fin de chaîne, alors poissons de fin de chaîne, je vous parle de thon, marlin ou autres grands poissons, enfin requin on en mange très peu. Euh, mais déjà dans les années 75, on alertait sur les concentrations des métaux lourds, en métaux lourds de ces poissons. De type mercure notamment? Mercure aussi, oui, j'avais oublié. Et ça, c'était en métaux lourds. Après, il y avait les DDT et le reste qui était marqué sur toute la planète. Donc, l'affaire n'est absolument pas récente. Il y a une antériorité assez importante dans ce qui est de la pollution, du fait de la concentration en fin de chaîne, quoi. Et le petit est mangé par le un peu plus gros, qui est mangé par un peu plus gros, etc. Et qui finit par le très gros, et que lui, personne ne mange, ou la plupart du temps, si ce n'est les orques, mais on ne mange pas d'orques, à ce que je sache. Euh, donc qui concentre l'ensemble. Et donc toutes ces pollutions-là sont ramenées à l'homme. Et pour ce qui est de la mer, là, c'est à confirmer, hein, mais je lisais quelque chose dernièrement. Nous sommes très étonnés, enfin, les gens qui ont fait des relevés sont très étonnés de voir que la radioactivité sur des déchets radioactifs, dans la Manche d'ailleurs, avait en grande partie été diluée par la mer. C'est étonnant. Il y a une dilution, c'est pas une évaporation donc pour le cas, mais qui fait que ce que l'on craignait ne se passe pas encore. C'est pas pour autant qu'il faille le faire, hein. Absolument pas, hein. Il ne faudrait pas que ça devienne un argument de ceux qui polluent, hein. Oui, mais en tant que pollution radioactive, hein, près d'ici, c'est pas un secret, c'est un secret pour personne, hein. Mais près d'ici, près d'une ville importante, en amont de sa station de pompage, en amont de sa station de pompage, il y a les rejets d'une mine d'uranium. On a fait une promenade dans le coin avec la CRIRAD et comme exemple, on prenait ces rejets. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher de l'eau de mer polluée. Nous l'avons en amont des stations de pompage. Ouais. Et même ce qu'il en est, on n'a aucune analyse radiologique des eaux de consommation. On Mhm. devrait en avoir. La CRIRAD en a fait à une époque dans le Massif central, et pour s'apercevoir que chez les particuliers, ça crachait très fort. Pour ma part, je n'ai pas de résultats, hein. Je vais faire des mesures sur des puits pour voir ce qu'il en est. Alors en, en radon et en autres sources, voir ce que ça donne. Mais c'est une grosse source de pollution. Alors là, qui est pour le coup naturelle, hein. Mhm. C'est totalement naturel. OK. Quels sont les procédés de traitement industriel de l'eau qui peuvent altérer ses qualités naturelles? Mis à part la filtration et la décantation,
Mis à part ça, tous sont violents dans le sens où ils vont amener une destruction. Il y a bien la floculation, enfin, il y a bien le- l'injection d'air dans les eaux pour floculer, mais c'est associé non seulement à de l'aluminium, à des sels d'aluminium et d'autres produits, justement pour générer cette floculation qui va exporter les matières indésirables. Donc, les filtrations naturelles existent. Il y a des installations assez importantes qui existent de filtration naturelle, par lagunage, par réseau de plantés, de comment ça s'appelle, les roseaux et autres euh, végétaux qui pourraient fixer les produits polluants. Ça existe, ça demande des surfaces assez importantes. C'est pas donné à tout le monde et l'eau à la suite de ça n'est pas généralement pas récupérée, puisque en Bretagne, nous sommes capables d'avoir des eaux de bonne qualité, certes acides, mais des eaux de bonne qualité. Mais quels sont généralement les produits chimiques qui sont utilisés dans le traitement industriel de l'eau? Alors, on a évoqué les sels d'aluminium, mais au-delà des sels d'aluminium notamment. Alors, le chlore, hein, évidemment, hein, le chlore, hein, au final, pour traiter l'eau. Euh, il y a du charbon, de plus en plus de charbon qui est utilisé. Et là, là, pour le coup, euh, je pourrais dire qu'il n'y a pas de pollution résiduelle avec une filtration au charbon. Mais après, vous donnez la liste des produits qui sont utilisés, il y a de tout. Ouais. On ne le saura pas en fonction des pollutions, on ne le saura pas. Et pour corriger le pH, il y a des carbonates, hein, donc du calcaire qui est injecté pour corriger le pH. Ça, c'est naturel. Ça peut pas être autrement. Bon, j'étais méchant en disant que tous les traitements allaient polluer, mais ils ne peuvent pas s'en empêcher, tellement ils sont poussés à la rentabilité dans les systèmes. Il n'y a que des systèmes individuels qui vont être respectueux ou quelque part on a intérêt à ce qu'à la sortie, les eaux soient de la meilleure qualité possible. Et il y a quelques endroits où ça peut être fait, sinon effectivement ça reviendrait trop cher, dit-on. Ça reviendrait trop cher d'avoir des eaux de bonne qualité dans nos toilettes humides. Si on reste sur le sujet des produits chimiques, alors il est évident qu'on ne peut pas tous les quantifier. Par contre, ce qu'on peut déterminer, c'est leur impact sur la santé humaine et l'environnement. Là c'est total, mis à part le sable, la zéolite, pour certains, le charbon actif associé pour de la filtration, effectivement, et éventuellement l'injection d'air pour corriger un peu tout ça. Tout le reste qui est rajouté, et ça, il s'en gêne pas, il est, il est délétère pour l'eau que nous buvons. Mais la première source de pollution, c'est pas le traitement, c'est la pollution d'elle-même de l'eau. Oui, bien sûr, bien sûr. On utilise de l'eau de bonne qualité pour tirer une chasse d'eau. On utilise pour nettoyer les toilettes. Excusez-moi de ne pas sortir du milieu, mais c'est symptomatique de notre civilisation. On utilise des produits, mais c'est une horreur. Vous ne pouvez pas garder votre nez dessus. Vous êtes obligé de partir certaines personnes les utilisent ou quand vous rentrez des toilettes qui viennent de nettoyer. C'est pas possible. Il y avait Mais un du petit peu coup, quel composé qui est issu de la combinaison de l'urée et de l'eau de Javel,
qui était un composé gazeux, qui était le gaz moutarde dans les tranchées. C'est révélateur. Et donc, là-dessus, ben, on demande de faire nos besoins là-dessus, quoi. Et donc, et ce composé, bon, même s'il se dégage en ammoniac et autre chose, c'est possible, mais il y en a une partie qui part dans les eaux. Et ces eaux, on les retrouve dans nos unités de traitement de, d'eau de rejet, quoi. C'est une question que j'avais posée à un élu il y a longtemps, il y a plus de 20 ans, et on parlait de dépollution de l'eau, et j'avais dit, bon d'accord, ok, bon, je suis d'accord avec la dépollution, ok, mais pourquoi polluons-nous? Et on se rend compte qu'on pollue ben, pour faire plaisir à Monsieur Canard WC, pour faire plaisir à je ne sais quel vendeur de lessive, pour faire plaisir à je ne sais quel autre euh, inventeur de telle fibre vestimentaire, pour faire plaisir à etc. Et donc, il faudrait, mais pour le moment, tant que le milieu absorbe, allons-y, on l'a fait. Ça, c'est un discours un petit peu politique encore, on y revient, mais il n'y a pas de solution technologique sans une prise de conscience, et il n'y aura pas de prise de conscience sans que les citoyens ne s'approprient le sujet de l'eau, à voir qu'ils dépensent une masse folle quelque part, soit pour consommer de l'eau de bonne qualité en bouteille, soit pour la traiter. Le bilan sur ma paillasse de cuisine, je ne sais pas combien j'en suis, mais en matériel neuf, je pense que j'en ai pour 3 000 euros. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Tout le Bien monde n'a sûr. pas la conscience de l'intérêt de faire cet investissement-là. Tout le monde. Et pourquoi? Parce que dans le système, c'était une question qu'on s'était posée il y a un peu plus de 20 ans, si la société n'allait pas nous amener à transférer la compétence de la potabilisation de l'eau chez le particulier. Mais du coup, en fonction de ce que vous venez de préciser, quels sont selon vous, hein, alors je parle au niveau de l'environnement, je ne parle pas au niveau de l'individu chez lui, les alternatives les plus respectueuses pour le traitement et la purification de l'eau? On en revient à ce que je vous disais, il y a une installation qui existe en Centre-Bretagne, il y a une société qui le fait pour des stations individuelles, quand les gens ne sont pas raccordés au réseau et quand ils ne veulent pas une fosse avec un système. Oui, bon, de toute façon, il le faut, mais ce sont des systèmes de microcentrales de filtration aboutissant à des réseaux plantés qui vont filtrer par différents étages l'eau de l'habitation. Ça ne se peut se faire malheureusement facilement que sur des petites installations ou alors des installations plus importantes. Il y a une commune en Centre-Bretagne qui l'a fait très bien, mais lorsque l'on dispose à la fois d'un terrain le permettant, c'est-à-dire une grande surface, mais aussi une certaine déclivité naturelle. Ce qui ne peut pas se faire n'importe où. Et puis Bien bon, sûr. c'est pas avec des terrains de 300 mètres carrés comme on a maintenant dans les maisons actuelles que l'on va y arriver. Mais du coup, comment les consommateurs peuvent s'informer et agir pour favoriser des méthodes de traitement de l'eau plus durables? Il faut faire pression d'abord en râlant sur le prix de l'eau, parce que c'est une aberration, en s'informant auprès des syndicats d'eau de votre agglomération, en ayant conscience des nécessités de l'eau et du marché qu'il peut y avoir. Ce sont des marchés obscurs. Des livres ont été écrits sur le sujet. Là, c'est un domaine éminemment politique, mais pour lequel il faut avoir à la fois les arguments, l'idée, la pugnacité d'aller au fond des choses.
en demandant en récupérant la politique de l'eau locale, commune par commune. Et là, vous avez conscience des nécessités, des besoins, de l'effet délétère du transport par certains. C'est en train de sortir, c'est connu depuis 20 ans, mais c'est en train de sortir maintenant, de certains tuyaux qui se dégradent, tuyaux plastiques qui se dégradent dans le temps. On avait les tuyaux de plomb qui se dégradaient, on a eu les tuyaux en fonte qui se sont dégradés, maintenant on a les tuyaux PVC qui se dégradent et qui polluent. Et tout ça entraîne un coût d'installation, ça entraîne un coût de gestion, ça entraîne des abus, parce que les plus gros scandales ont été faits sur l'eau, puisque c'est un bien central pour lequel peu de gens ont une compétence à la fois d'analyse, d'intervention et de trouver des solutions. Peu de gens ont vu de la population, hein, parce qu'il y a des gens très très compétents, ceux qui arrivent à faire vivre des petits poissons dans des bacs, ils sont ultra compétents, ceux-là. Bon, ceux qui arrivent à avoir des élevages avec des eaux de bonne qualité, aussi sont ultra compétents. Il y en a plein qui ont des grandes compétences, mais nous ne sommes pas assez fédérés et compétents en tant que société pour aller revendiquer et demander des meilleures choses et du reste. Et c'est tellement une affaire de société que on se fait noyer par les autres problématiques et on n'est pas, c'est quand même pour de l'eau, c'est pas mal, mais on n'est pas à la hauteur de la réponse que l'on devrait avoir, ça c'est sûr. On va se focaliser maintenant sur les différentes qualités des eaux. Brièvement et j'allais dire naturellement, quelles sont les caractéristiques qui distinguent les différents types d'eau? Alors, une eau de source, une eau minérale, une eau du robinet, alors naturelle, pas vraiment, mais en tout cas, les eaux des mers et des océans. Il y a vraiment différents types d'eau qui existent systématiquement. Totalement. L'eau de mer, une qualité de l'eau de mer, je ne sais pas si, enfin, le plasma de Quinton en est la référence supérieure de Qu'est-ce l'eau de mer de grande qualité. qu'est-ce que le plasma de Quinton? Là, j'avoue ne pas connaître le terme. Ah, bah c'est une eau de qualité ayant un pH bien particulier, en mémoire je ne l'ai pas, des caractéristiques physico-chimiques qui en font un substitut pour certains à pas mal de procédés technologiques, on va s'arrêter comme ça, et ayant un lien bien précis avec la santé humaine. D'accord. Et qui a été centrale dans les traitements de certaines maladies, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une eau qui peut être utilisée de différentes manières. Je ne sais pas quelles sont les autorisations que l'on a avec les chaînes YouTube sur le sujet. Et donc, c'était un substitut au sang humain. Ça, c'était puisé Ouais. dans les lieux très particuliers de la mer, en mer. Mais quand vous dites, alors je suis désolé, je rebondis sur le sujet, quand vous dites substitut au sang humain, en quantité limitée, j'imagine. Ça reste un mystère pour certains. Ouais. C'est pas très clairement défini. Des expérimentations ont été faites sur des animaux, c'est certain, D'accord. et des expérimentations réussies. J'ai le sentiment que vous parlez de la fontaine de Jouvence quand je vous écoute. Pas tout à fait. Ah non, le plasma de Quinton, non, mais c'est quelque chose qui permet, par exemple, de conserver des tissus humains. D'accord. Alors, je ne sais pas où en est l'autorisation, parce que là, j'ai lâché un petit peu depuis quelque temps, mais des informations sur ce sujet, j'en ai plus, mais sur la conservation des tissus humains, sur la réhydratation, sur des injections bien particulières de plasma de Quinton pour régler certaines pathologies musculaires ou d'articulation.
On va indiquer dans la vidéo quelques sources en rapport au plasma de Quinton pour les personnes qui voudraient s'informer, justement, ça peut être intéressant. Très bien, avec plaisir. Alors ça, c'est de l'eau de mer, ça. Hein, D'accord? l'utilisation, l'usage de l'eau de mer. Mais après, dans l'eau de mer, vous savez qu'on a des sources à terre, des Mhm. sources d'eau douce, et bien on en a en mer aussi. Oui, On a des bien sources de sûr. mer. Il y a des îles en Méditerranée qui captent leurs eaux douces en mer. Elles ont des cloches et autour des sources, elles récupèrent de l'eau douce. Mais OK. après, la variété des eaux à terre est colossale, énorme. Ça part des eaux de pluie, bon, ça on a idée de ce qu'il en est, avec toutes les pollutions possibles et inimaginables qui vont Enfin, vous imaginez un peu tout ce qui se passe au niveau aérien, et même il y a des choses que l'on n'imagine pas et qui se passent quand même aussi. Et donc là, les pollutions au niveau aérien sont colossales, aussi bien par le captage, les toitures, mais aussi par diverses expérimentations aériennes euh, sur sur la planète. Ah, oui, événement politique actuel, Donald Trump, je suis désolé de le citer, devrait réglementer, enfin a promis de réglementer ces expérimentations-là, aériennes, de traitement aérien de l'eau, de pluie, de l'eau atmosphérique. Et Mhm. donc, ces eaux de pluie se retrouvent sur le sol, dans des rivières, pénètrent le sol dans des nappes dites phréatiques, sont filtrées plus ou moins suivant la profondeur, plus ou moins, suivant les accès aussi à ces cavités souterraines naturelles dues à c'est pas un lac qu'il y a dessous, c'est dilué dans la roche et dans les matières friables. Et après, au niveau des eaux, ça, ce sont les cycles de l'eau, comment dire, officiels. Voilà. Cycle de l'eau officiel, évaporation, transport par les nuages, précipitation, filtration, nappe souterraine, pompage, consommation. Voilà, ça c'est le officiel. Mais évidemment, comme j'aime bien déroger au côté officiel des choses, j'ai une certaine affection, je dois dire, pour des eaux bien particulières. Et là, on pourra faire quelque chose là-dessus, mais ça rentre dans le domaine des eaux un peu particulières que je voudrais essayer de rechercher et d'avoir d'autres personnes qui puissent discuter là-dessus. Il y a un article de Nexus sur le sujet qui est magnifique. Et ces eaux-là ont des particularités techniques, physico-chimiques différentes. Voilà. Il y a donc, mis à part les eaux polluées, hein, qui sont il y a autant d'eau que de pollution possible, vous imaginez la quantité. Voilà les deux grands cycles de l'eau que je puis reconnaître. Le cycle naturel, évaporation, précipitation, et le cycle résurgence, eau particulière. Alors, ces eaux-là, contrairement aux eaux que l'on peut pomper dans les sols, quand elles sont dans leurs caractéristiques les plus pures, ont ont des particularités physico-chimiques que l'on reconnaît grâce à la bioélectronique de Vincent. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai pu aller enrichir ma curiosité sur ces sujets-là. Et on a des eaux de haute valeur sanitaire, alimentaire, de haute valeur à tous les niveaux de santé et du reste. Et ces eaux que je suppose être les eaux consommées dans les zones bleues. On y revient. À partir de là,
ces deux systèmes aquifères, non, comment on dit, comment on peut dire, mais de l'eau, quoi. Hein, ces deux, il n'y a pas un système de l'eau, il y en a plusieurs. Il y en a deux au moins. Peut-être qu'il y en a-t-il encore d'autres, hein, mais il y en a deux. Et ce système-là, ce deuxième système, est un système qui paraît de grande qualité au niveau environnemental et surtout de consommation humaine. Alors, il faut en parler, mais ne pas trop l'ébruiter. Enfin bon, trop tard c'est fait, mais je ne suis pas le seul à en parler, rassurez-vous. Je ne suis pas le seul à en parler, parce que l'industrie, y voyant son intérêt, pourrait dire, bah, puisqu'il n'y a pas de limite, allons-y, pompons. On n'a pas besoin de purifier une eau pour la rejeter, puisqu'on a de l'eau à profusion, de grande qualité et disponible à profusion. Donc, il y aura certainement une part politique très intéressante à avoir sur ces sujets-là, parce que nous sommes co-gestionnaires de notre petite planète avec des intérêts comment dire, totalement différents, quoi. Hein. Bien sûr. Et du coup, quels sont les critères de qualité à prendre en compte pour l'eau destinée à la consommation humaine? Ce sont les qualités qui sont énoncées par la bioélectronique de Vincent, donc un faible pH, en dessous de 7, une faible minéralité, s'il est possible, en dessous de 150, et puis un RH2 entre 28 et je ne sais plus combien, mais ça dépendait aux alentours de 28. Alors là, je viens de parler des qualités propres à l'eau. Je voulais rebondir puisque là, on parle d'eau destinée à la consommation humaine, mais je vais vraiment être dans le détail de l'eau destinée à être bue, pour faire très précis. Il y a aussi un facteur qui est un facteur de stockage. C'est-à-dire, là, tout à l'heure, quand on s'est parlé, votre eau, elle est dans une carafe en verre. Voilà. La mienne est dans une bouteille en plastique. Oui, On fait quoi? c'est, il y a un monde entre nous. C'est une carafe en verre, enfin c'est un cristal de dynamisation. D'accord. Ce n'est pas une carafe toute simple. Vous voyez, c'est aussi ça, c'est ça que je voudrais évoquer, c'est le fait que, je prends mon exemple très simple, voilà, j'ai acheté cette bouteille d'eau, je ne me suis pas posé la question sur le contenant. Voilà, Il y a un relargage inévitable. Il y a un relargage inévitable. Votre eau, vous allez la balloter en plus en la transportant. Elle a été stockée, on ne sait comment, depuis combien de temps. Elle vient d'on ne sait où. Il y a quelques marques qui sont très très respectueuses. La principale eau de qualité que nous avons dans la région, je vous parle de la région, c'est parce que c'est une eau d'une source particulièrement profonde, mais aussi qui est vendue en bouteille de verre. d'accord. Là, nous avons des eaux de grande qualité. Plus cher? Oui. Oui, fatalement. C'est principalement réservé à la, enfin réservé non, on doit pouvoir en avoir, mais à la restauration. Mais après, il y a tout un tas de systèmes de filtration. J'en ai vendu quelques-uns. J'ai vendu différentes marques. Là, je vais peut-être me réassocier, enfin participer avec une prochaine équipe pour des systèmes un petit peu différents. Mais on peut faire tout un chacun son système pour filtrer et dynamiser son eau sans trop de problèmes. On fera ça, je vous montrerai comment on peut le faire. Je pourrais vous passer une petite vidéo d'un système de dynamisation en ligne que j'ai mis au point et Avec plaisir. qui est sur ma Avec maison. plaisir. On l'intégrera dans la vidéo, en effet. Et donc, ça, c'est quelque chose que on peut faire facilement. Alors après, concernant les eaux euh, de naturelles, et il faut savoir que dans ces eaux-là, on, on retrouve plusieurs types de qualités d'eau qui sont intéressantes dans à divers niveaux de pathologie et à des pathologies différentes.
ce sont toutes les eaux thermales que l'on trouve sur la planète, qui sont des eaux de résurgence, la plupart du temps, qui vont apporter par ingestion ou par bain une récupération d'un déséquilibre de santé, quel qu'il soit. Donc là, la panoplie est colossale, est énorme à ce niveau, et là-dessus, ben, vous connaissez des eaux comme la Bourboule, Aix-les-Bains, qu'est-ce qu'il y a encore comme eau, enfin thermale, vous en connaissez, avec des eaux de grande qualité, Dax, des eaux soufrées ou pas, des eaux ayant certains minéraux qui vont détendre, libérer, reminéraliser pour chacun l'organisme. Voilà. Mais il n'y a pas que ça hein, qui existe à ce niveau. Et au niveau eau thérapeutique, il y a énormément de constructions qui sont faites dans le sens où on fabrique une eau, pas industrielle, mais technologique. On fabrique une eau répondant à des qualités bien particulières pour un besoin bien particulier. On vient d'évoquer jusqu'à présent l'eau dans un contexte industriel et puis également dans la consommation humaine. Je voudrais qu'on aborde un sujet annexe mais tout aussi important, à savoir l'eau pour les croyants, notamment dans ce cadre spirituel et religieux. Quelle est pour vous la symbolique de l'eau dans les différentes religions et les traditions spirituelles? La symbolique de l'eau est venue d'un usage, certainement, si l'on prend l'histoire depuis la nuit des temps, l'eau qui était là pour se nettoyer peut-être, pour se purifier. On parle, dans ce cas-là, on parle d'animisme. Hein. On est dans une pratique animiste. C'est-à-dire que toute expression naturelle avait une connotation spirituelle. Et dans ces cas-là, il valait mieux se mettre en bon terme avec la source qui coulait près de chez soi pour pas qu'elle tarisse. Valait mieux utiliser de l'eau qui avait de bonne qualité et des eaux, simplement pas les animaux. Hein. Les animaux préfèrent certaines eaux et généralement les meilleures. Même si c'est une flaque dans votre jardin, votre chien ou votre chat ira la boire parce qu'elle aura pris une certaine énergie de la terre ou du ciel et qu'elle sera meilleure pour lui. Et il y a dû se passer une certaine sacralisation des eaux de qualité par les populations animistes. Cette reconnaissance en a découlé sur des pratiques spirituelles qui ont certainement évolué. Et le propre de l'homme, c'est généralement de créer des religions. Des religions dogmatiques. Et là, dans ce que l'on entend, usage de l'eau actuellement, au niveau des religions, c'est plutôt dans le sens dogmatique imposé par les religions. Les ablutions qui sont communes à la plupart des religions, ou les bains de baptême pour faire rentrer dans l'une ou l'autre, enfin, une quelconque religion. Et dans le désert, quand il n'y a pas d'eau, les gens se nettoient au sable, font leurs ablutions au sable. Mais ça marche aussi, quoi. Là, il n'y a pas d'eau. Et donc, l'eau a un pouvoir, quelque part, à fédérer l'esprit des gens dans des pratiques qui sont
euh, instinctive. Les animaux ont les mêmes. Les animaux vont se baigner. Les animaux vont boire, vont rechercher la meilleure euh, eau possible parce qu'ils se sont rendus compte que il y avait une certaine réalité. Vous ferez difficilement boire des animaux avec des eaux de mauvaise qualité, physico-chimiques, mais aussi vibratoires. Par contre, ils consommeront plus des eaux de bonne qualité. Et l'homme a dû être la même chose. Il a intégré dans une spiritualité. Cette spiritualité est devenue une religion pour la plupart, et la religion a intégré la pratique de la démarche de l'eau à tous les niveaux. Pour ma part, bon, je suis peut-être un peu trop simpliste dans la démarche. La démarche n'est pas simple, mais dans l'explication de la démarche, pour dire que ce n'est pas la religion qui a créé l'intérêt de l'eau. Par contre, la religion a intégré l'intérêt de l'eau parce que c'est un certain apport, hein, c'est une clientèle. Il n'y a pas de religion sans revenu, il n'y a pas de revenu sans croyants. Et s'il n'y a pas d'intérêt, les croyants ne viennent pas. Mais l'eau est également symbole de source de vie en même temps. Mais l'eau est présente à tous les étages. L'eau est présente à tous les étages. On voit maintenant les chapelles, les anciennes chapelles, construites à des endroits très particuliers. Bon, là, en Bretagne, on en a partout. Hein. Eh bien, à côté de la chapelle, il y a une source. Il n'y avait jamais de chapelle sans source. Ce qui sont devenues des églises. Sous chaque église, mis à part les églises républicaines, hein, qui sont des constructions en béton placées n'importe où, les vraies églises, il y a une source qui passe dessous. Ça ne peut pas. Ça, c'est de la géobiologie. Mais on est bien d'accord sur la signification spirituelle de l'eau. Là, j'ai évoqué source de vie. Elle est également symbole de purification, symbole de renaissance par ailleurs. On peut se nettoyer, oui, on peut se nettoyer avec l'eau. Si vous avez un traumatisme quelconque, il y a des eaux qui vont vous permettre de libérer ce traumatisme. Et ces eaux-là ont des particularités vibratoires très élevées qui font que, techniquement, on va pouvoir s'en servir pour avoir un mieux-être. L'eau de Lourdes, magnifique exemple. Alors, galvaudés, ils ont des besoins, ils vont pomper dans d'autres réseaux, enfin, il faut savoir choisir à Lourdes, mais je vous prie de croire que j'y vais régulièrement, je reviens toujours avec de l'eau de qualité, et je sais où la trouver dans Lourdes, la plupart du temps, jusqu'à présent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est parce qu'il y a une source de jouvence, on y vient, votre jouvence, que l'Église s'est construite, que la chapelle a été construite, que le menhir a été installé avant la chapelle. Parce qu'avant la chapelle, il y avait le menhir. Et il y a eu le menhir parce qu'on a corrigé un lieu d'une certaine façon, mais ce lieu, pour qu'il soit de qualité, il faut qu'il y ait une source à côté. Mais ça revient à dire que toutes les spiritualités s'accordent sur l'aspect essentiel de l'eau comme source de vie et de contexte religieux qui va avec, quoi, concrètement. Oui, c'est ça, oui. Elles sont. C'est interdépendant dans l'affaire, mais ça ne peut pas aller sans l'autre, quoi. Ça ne peut pas aller sans l'autre. Je lisais un article superbe tout à l'heure, que j'ai reçu sur des thérapies par le froid. Oui. Extraordinaire. Oui. C'est très en vogue actuellement. Oui, mais c'est la théophanie. Ce sont les bains rituels
des orthodoxes. On y revient. Et voilà, bon, on réintègre certaines choses, on réintègre de l'eau, on réintègre des qualités, on reconnaît des qualités à l'eau au niveau de notre mieux-être, parce que nous l'avons perdu, parce que l'industrie, et principalement, c'est récent, hein, c'est récent. Nous l'avons perdu dans les années, entre les années, avant les années 50, 60 peut-être. Nous avons perdu tout ça parce que l'industrie est arrivée en disant non, moi j'ai la solution. Quelquefois en piquant l'idée dans la nature, en vous la revendant en disant je vais faire du profit. Ouais, c'est sympa. Et si l'on regarde la vie actuelle, notre société actuelle, eh bien, on en revient à ça. On nous capte des éléments sur lesquels l'industrie peut faire du profit pour nous les revendre. On s'éloigne très, très rapidement du contexte spirituel et religieux, là. On revient dans un paradigme très commercial, d'un coup. Le contexte alors spirituel, normalement, la spiritualité n'a rien à voir avec le profit. Oui. Faudrait expliquer ça aux commerçants à Lourdes. C'est quand même bien agréable d'y aller quand on sait comment y aller et on sait où y rester et on n'a pas besoin d'y rester très très longtemps. Après, une fois que on a ressenti ces énergies-là, on peut s'y reconnecter et se faire plaisir en pensant à Lourdes Bien avec le sûr. bonheur que l'on peut avoir. Évidemment. Mhm. Mais pour certains, il faut des supports et bon, ça c'est les colifichets, les marchands du temple. Toutes ces eaux. Alors après, il y a tout le mécanisme commercial parce que vous avez les marchands du temple à Lourdes, mais il n'y a pas qu'à Lourdes. Hein. Parce que pour vendre du matériel euh, au niveau de l'eau, vous en avez pléthore sur Internet, vous en avez pléthore de partout, des systèmes de qualité, et puis pas que, quoi. Alors, ça, voilà, là, c'est un marché de l'eau qui est très intéressant. J'y ai contribué dans un certain sens parce que j'ai été client, j'ai été revendeur aussi de produits, certains de bonne qualité, d'autres moins bonnes que j'ai dû quitter en m'apercevant qu'ils étaient moins bons. Et là, le marché est colossal, quoi. Le marché au niveau de l'eau. Euh, Parce que du fait du transfert de la responsabilité de potabilisation de l'eau, de la collectivité chez le particulier. Et là, on en arrive à quelles sont les solutions, quoi. Je voudrais qu'on rebondisse sur un sujet alors je vais dire encore plus controversé, bien que la religion ne soit pas une controverse en elle-même. Je voudrais parler de la mémoire de l'eau selon Jacques Benveniste. Quels étaient les principaux arguments de Jacques Benveniste concernant les mémoires de l'eau? Ces arguments étaient techniques, technologiques, médicaux dans ces pratiques. Mais il voulait démontrer par là l'intérêt de l'homéopathie, entre autres. Euh, et les arguments étaient, alors techniquement, je serais bien incapable de vous expliquer le dossier, comment il a essayé de démontrer ça, mais ce qu'il en a été, c'est qu'il a été démonté et on l'a écrabouillé parce que justement, s'il était capable de mettre en application ce qu'il présentait, c'était la fin de l'industrie chimique. Mais justement, les réactions de la communauté scientifique ont été plutôt virulentes, voire moqueuses pour la plupart. À voir ce qui s'est passé avec notre dernière crise là qui est en train d'évoluer et pour laquelle on est en train de déballer tous les dossiers partout dans le monde sauf en France. Ça a été encore plus virulent. Mhm. Hein. Et là, il faut être capable de se structurer, d'avoir une conscience, d'avoir un esprit, d'avoir une sensibilité, d'avoir quelques connaissances et relations si c'est possible
pour se permettre de trouver des solutions autres. Il y a eu des tentatives de réplication, et si oui, avec des résultats probants? C'est toute la pratique de l'homéopathie. Alors, sa procédure a été décriée, et je ne pense pas que d'autres le feront, mais on a au niveau mémoire de l'eau, que pourrait-il y avoir comme meilleure preuve qu'une eau de Lourdes, par exemple, qui garde en mémoire ce côté vibratoire qu'elle a acquis en remontant des fonds de la Terre. Que pourrait-il y avoir comme meilleure mémoire que pour les radiesthésistes et les personnes sensibles, bien sûr, que des eaux sur lesquelles on s'est concentré et on a donné une information de qualité, une information de santé, et que l'on va transférer à une personne. Que pourrait-il y avoir comme meilleure explication que le riz, comme a fait quelques expériences, un bol de riz où on fait des prières et on lui apporte toute l'énergie positive possible, et un autre bol de riz où on lui apporte tout le négatif. Et on va se développer des moisissures. Entre ces deux-là, c'est pas la matière qui se pourrit, c'est l'eau contenue dans la matière qui fait en sorte que les champignons vont se développer et devenir détruire le produit. C'est là-dessus, le système est parfaitement au courant de ce qui se passe, fera tout pour que ça n'existe pas. Comme on n'a pas voulu que l'artémisia apporte un mieux-être aux personnes qui avaient des grippes, comme on n'a pas voulu qu'hydroxychloroquine le fasse, etc. Donc là, les usurpations de la science sont légion là-dessus, et dans ce que l'on veut nous faire avaler. Mais du coup, comment le concept de mémoire de l'eau est aujourd'hui perçu dans le contexte des avancées scientifiques? Ça demeure j'allais dire, un sujet qui est rayé d'un trait et traité avec mépris, ou il y a quand même un certain intérêt de la communauté scientifique, sous-entendu? Alors, scientifique, je ne, je ne sais pas trop. Je sais que dans sa globalité, hein, je sais que les laboratoires Boiron continuent avec les meilleures intentions du monde, je pense. Je les ai connus au niveau de la filtration de l'eau, la dynamisation de l'eau et leur intérêt pour ce sujet. Là, j'en ai toutes les certitudes possibles. Euh, et donc, au niveau de la qualité des produits, euh, leur prise d'intérêt pour la qualité de l'eau est manifeste. Il n'y a aucun problème. Sauf que le système a trouvé la parade et les produits sont stérilisés à 60 degrés. Et à 60 degrés, l'eau est morte. On a évoqué donc Jacques Benveniste. Je voudrais qu'on parle d'un dernier aspect qui est lié à l'eau et qui vous concerne directement, à savoir le vibratoire et l'énergétique. Comment les propriétés vibratoires de l'eau peuvent-elles influencer les systèmes biologiques et les environnements? De la même manière qu'on va influencer un bol de riz sur lequel on va faire des prières, envoyer une énergie positive, et l'autre lui envoyer des énergies négatives, deux bols différents. Et donc, on va voir que celui sur lequel on a envoyé des énergies positives, il va se développer correctement, pas moisir. Et par contre, celui sur lequel on a envoyé des énergies négatives va pourrir. C'est la même manière. Hein. C'est la même manière. Si vous n'aimez pas vos plantes dans votre jardin, elles vont mourir. Si vous les aimez, vous êtes un bon jardinier et vous allez leur faciliter la vie. Ce sont des exemples, c'est basique hein, comme exemple. Hein. Mais après, bon, il y a plein de gens qui ont travaillé sur des techniques et des technologies qui permettent d'analyser la qualité vibratoire des eaux, la cristallisation sensible. Il y a
quoique l'on dise que l'intervenant y est pour beaucoup dans sa réflexion et dans son insufflation d'énergie. Il y a Microtoxo aussi, qui était une culture de bactéries, je ne sais plus où ils en sont là. J'ai eu du mal à savoir, mais c'est quelque chose qui a marché à une époque. Il y a l'eau de qualité va influencer de la meilleure façon possible la meilleure façon possible et dans la meilleure qualité possible le vivant, quel qu'il soit. C'est une évidence. Mais quelqu'un qui arrose ses plantes, n'importe quel fleuriste qui arrose ses plantes avec une eau de mauvaise qualité ne va pas y arriver. Et elles vont être. Donc, c'est ça, tout un chacun peut s'y référer et faire ses propres expériences. Après, on peut expérimenter différents produits que l'on peut mettre dans l'eau pour la dynamiser. De ce côté-là, j'ai quelques expériences en cours aussi. J'ai du matériel de dynamisation à profusion, ça j'en vends, qui permettent justement de redonner une énergie à une plante, à une eau d'arrosage, une eau de boisson, c'est la même chose. Hein. C'est une carafe, mais différente. Voilà. Vous pouvez nous rappeler en quelques mots les méthodes utilisées pour mesurer et analyser les énergies subtiles de l'eau? Pour mesurer les énergies de l'eau, la meilleure des solutions, c'est encore la radiesthésie, c'est la sensibilité que vous avez. C'est le moyen le plus efficace, celui que je recommande, c'est être autonome, ne pas dépendre. Et ne pas croire une étiquette, une mode, ne pas croire ce qui est annoncé, une publicité, ne pas croire ça. C'est le meilleur moyen de le faire, j'en vois pas d'autre, parce que on peut avoir les meilleures allégations possibles de tel ou tel système, comme quoi c'est ce qu'il y a de mieux. D'une part, on ne vous donne pas de garantie, plus que ça, et d'autre part, on ne savait pas ce que ça va donner dans le temps. Donc, là-dessus, ce que l'on utilisait il y a 40 ans au niveau vibratoire n'était plus valable il y a 20 ans, et ce qu'on utilisait qui était différent il y a 20 ans encore n'est peut-être pour la plupart, pour certains, plus valable maintenant. Il y a une évolution qui se fait du fait de l'augmentation de notre qualité vibratoire à la plupart d'entre nous. Puisque nous avons beaucoup évolué ces 20 dernières années, c'est colossal. D'une part, il y a d'autre part la société, oui, mais les besoins que l'on a au niveau vibratoire sont exponentiels maintenant. On n'est plus dans les mêmes besoins que l'on avait il y a 20 ans. Le niveau de pollution a tellement augmenté qu'on a encore besoin de plus de protection vibratoire et de montée vibratoire possible. Et dans ce qui est pour l'eau, c'est la même chose. Rappelez-vous, il y a 20 ans, on n'avait pas toutes ces antennes relais sur les châteaux d'eau. À votre connaissance, il existe des preuves scientifiques qui valident notamment l'impact des fréquences vibratoires sur la structure moléculaire de l'eau? C'est un grand mystère parce que j'avais des certitudes il y a quelques années quant à des méthodes et à des paramètres. Et puis la technologie évoluant, les choses ont complètement basculé sur certains domaines, mais d'une évidence, mais absolument certaine, que le son, par exemple la couleur, apporte
peuvent apporter des énergies à l'eau suivant les besoins recherchés et les méthodes appliquées. Sans aucun problème, ça c'est toujours d'actualité. Ça